Ce livre, vous le voyez? Britannicus, Jean Racine, 1669, tragédie en 5 actes et en alexandrin, 400 ans de poussière, de coups impériaux, de filiations disputées et de crimes soigneusement dissimulés. J'ai relu cette œuvre, non par nostalgie du lycée, non par dévotion classique. Je l'ai relu parce que quelque chose dans l'actualité du Cameroun de ces derniers temps, dans cette affaire précise, me l'imposait avec la force d'une évidence troublante. Ouvrons-le. Acte premier, scène première. La nuit vient de tomber sur le palais de Néron. Agrippine, la mère, l'architecte du pouvoir, celle qui a tout manœuvré pour asseoir son fils sur le trône de Rome, attend. La porte lui est fermée et dans ce silence d'antichambre humiliant, elle prononce 2 vers que Racine a ciselés comme on grave une épitaphe. Las de se faire aimer, il veut se faire craindre. Des mots, la sentence la plus foudroyante jamais écrite sur la naissance de la tyrannie. Un fils bascule, une cour frémit et une question surgit froide, irréductible, suspendue au-dessus de tout comme une lame. À qui appartient le sang du pouvoir? C'est exactement cette question qui traverse l'affaire Baola. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre la structure de Britannique. Parce que Jean Racine a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a raconté en alexandrin une guerre de filiation au sein d'une famille de pouvoir. Et cette structure est le prisme exact à travers lequel l'affaire qui nous occupe aujourd'hui prend sa dimension tragique. Dans Britannicus, il y a 2 fils qui se disputent une cour, un nom, une légitimité. Britannicus, fils légitime de l'empereur Claude et de Messaline, héritier naturel, fils du sang, Racine le dit dans sa préface, c'est lui qui devrait régner. Néron, fils d'Agrippine, issu d'un premier lit adopté par Claude, imposé par sa mère, monté sur le trône par les intrigues d'une femme qui savait qu'un fils adoptif bien positionné vaut mieux qu'un héritier naturel mal protégé. Dans l'acte 4, scène 2 de Britannicus, Agrippine se retrouve face à Néron et le lance avec amertume. Vous régnez, c'est assez. Et dedans, toute la tragédie, tu règnes. Mais le sang véritable est ailleurs. Tu tiens le trône, mais la légitimité du sang, elle, n'est pas là où tu crois. Cette pièce de 1569 est le prologue de ce qui se joue à Yaoundé en ce moment. Britannicus n'est pas seul à porter ce récit. D'autres œuvres, d'autres films ont raconté cette même guerre. La guerre du sang contre la légitimité construite. En littérature, Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo, 1844. Un homme qu'on a voulu réduire au silence par l'enfermement, la mort sociale, et qui revient avec une patience de prédateur pour exiger que la vérité soit dite, non avec une épée, avec une preuve. L'affaire Baola a quelque chose de cette structure, de nombreuses années dans les marges du pouvoir, et soudain, une demande d'ADN qui renverse l'ordre de la démonstration. William Shakespeare, Hamlet. Le spectre du père, l'héritage confisqué, le fils légitime, errant
en marge d'une cour qui lui appartient. Et cette question fondamentale que Shakespeare a posée au fond du théâtre occidental. Être ou ne pas être, c'est-à-dire, dans la langue du pouvoir, exister ou être effacé. Depuis des années, Banla est un homme qui refuse d'être effacé. Mongo Betty. Remember Ruben, nous sommes en 1974. Mongo Betty, que vous connaissez comme référence de cette chaîne, n'a cessé de disséquer la façon dont les pouvoirs africains construisent et protègent leur mythologie fondatrice. L'affaire Banla est du Mongo Betty pur, un homme ordinaire qui prétend faire tomber le masque d'une royauté républicaine. Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Les Buendia et leurs fantômes généalogiques. Les fils légitimes et illégitimes qui hantent la maison familiale. Marquez l'a montré, les secrets de filiation ne disparaissent jamais. Elles reviennent génération après génération comme une malédiction douce et implacable. Au cinéma, au petit écran, le parrain Francis Ford Coppola. La succession dans une famille du pouvoir. Qui est l'héritier légitime? La scène où Vito Corleone dit à Michael « Je t'aurais toujours voulu sénateur » résonne avec une ironie glaçante dans l'affaire Banla. Dans les familles de pouvoir, la succession ne se décrète pas, elle se contient, elle se teint de sang. The Lion King, le roi lion, Walt Disney, 1994. Simba, fils légitime, écarté du trône Pascal, l'usurpateur, l'oncle. La question centrale, qui est le vrai fils du roi? Le roi lion est un Hamlet pour les enfants. Hamlet, c'est Britannicus, revu par Shakespeare. Le récit tourne. Il tourne depuis des millénaires. Il tourne encore aujourd'hui. The Crown, Netflix, 2016-2023. La couronne britannique, ses filiations contestées, ses successions disputées, les enfants naturels des princes et les scandales que le palais a étouffés. Ce que The Crown a montré au monde, les monarchies, même républicaines, même africaines, gardent leurs secrets avec la même violence institutionnelle. Et ces secrets cherchent toujours à sortir. Rashomon, Akira Kurosawa, 1950. Kurosawa a raconté comment un même événement produit 4 récits contradictoires. Tous vrais, tous partiels, tous intéressés. L'affaire Banla est un Rashomon camerounais. Une convocation dont la notification est disputée. Un lieu où il se trouvait qui est contesté. Une filiation que 2 versions de la réalité s'arrachent. La biologie sera peut-être la seule narratrice impartiale. Le 28 avril 2026, Banla ne se présente pas à la gendarmerie. Ses avocats contestent la régularité de la convocation, invoquant les articles 39 et 92 du Code de procédure pénale. Le client se trouvait à Douala du 21 au 25 avril sur le territoire camerounais, mais hors de Yaoundé. La notification, disait-il, n'a jamais été régulièrement remise. Monsieur le chef du service central, il suffit pour vous de lire toujours à travers les réseaux sociaux la dite convocation pour réaliser que l'intéressé ne l'a pas déchargée.
Cela était pratiquement impossible dès lors que M. Georges Gilbert Baona avait voyagé en date du 21 avril 26 par vol Kamaerko de 8 heures pour Douala et pour rentrer à Yaoundé le 25 avril 26 tard dans la nuit. Mieux, son épouse avait quitté la ville de Yaoundé le 23 avril 26 en soirée à destination de Paris. Enfin, ces deux gardiens n'ont reçu aucun document relatif à cette cause pendant toute son absence. Vous constatez avec nous qu'en réalité, il n'y a pas eu de notification de convocation au sens des articles 39 et 92 du Code de procédure pénale, de sorte que notre client est en droit de conclure qu'il n'a jamais été convoqué, contrairement à ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Au cas où, par extraordinaire, ce document n'était pas un apocryphe, notre client est pris de court pour avoir déjà obtenu des rendez-vous auprès de ses médecins en Hexagone pour raison de santé et ne pourra être disposé à se faire entendre que dans 2 semaines, car ne disposant pas de toutes ses facultés physiques, psychologiques et mentales en ce moment. Mais il y a une donnée que les avocats ne mentionnent pas dans leurs lettres et que Jeune Afrique a révélée dans son édition du 30 avril. Au moment des faits, selon cette source, Baola se trouvait à Los Angeles. Los Angeles, pas Douala, pas Yaoundé, Los Angeles, Californie, États-Unis. Jeune Afrique précise, Baola lui a affirmé séjourner actuellement au Cameroun, mais conteste néanmoins les conditions de sa convocation. Cette déclaration à Jeune Afrique, faite depuis l'étranger, selon les informations disponibles, crée une tension narrative. Les avocats parlent de Douala, Baola parle de voyages professionnels, Jeune Afrique parle de Los Angeles. Ces 3 récits ne se contredisent pas nécessairement. Un voyage Yaoundé-Douala, Los Angeles est possible dans ce calendrier, mais l'imprécision elle-même est un fait que nous devons poser ici. Et voici la pièce la plus explosive que Jeune Afrique a mise au jour. Une source confie au magazine ce qui suit. L'option initialement envisagée était de l'interpeller directement au Cameroun. L'idée, en le plaçant en détention, était aussi de démontrer qu'il ne saurait être considéré comme un fils de Paul Biya, puisqu'aucun fils du président ne saurait se retrouver en prison. Mais comme il ne se trouvait pas dans le pays, la convocation a finalement été rendue publique. Vous pouvez lire et relire ce passage. Elle dit quelque chose de vertigineux. Les autorités voulaient d'abord l'arrêter, non pas pour le juger, mais pour prouver par la détention elle-même qu'il n'est pas fils du président. Parce qu'un fils du président ne peut pas être emprisonné. La prison comme démenti biologique, l'incarcération comme preuve de non-filiation. Ce n'est plus de la justice ici, c'est de la symbolique dynastique déguisée en procédure pénale. Mais Baola n'était pas au pays. Le plan A échoue. On passe au plan B. Rendre la convocation publique via les réseaux sociaux avant même qu'elle soit notifiée officiellement pour le forcer à comparaître ou à fuir. S'il comparaît, on l'interroge. S'il fuit, on le traque. L'interdiction des sorties du territoire. Le message radio confidentiel diffusé à Interpol et à tous les aéroports devient alors le plan C, si l'on s'en tient aux informations de Jeune Afrique. Jean-Racine Britannicus appelle cela simplement la politique de Néron. Il y a dans cette affaire un élément que l'on ne souligne jamais assez et que Jeune Afrique a formulé avec une précision clinique. La présidence de la République n'a jamais démenti Georges Gilbert Baola. Pas une fois, pas durant toutes ces années. Baola affirme depuis longtemps être le fils biologique de Paul Biya. Il le dit sur les plateaux de télévision. Il le dit sur les réseaux sociaux devant des milliers d'abonnés.
Il l'écrit dans des communiqués officiels portant l'enquête de son parti. Et du palais de Toudi, silence. Jeune Afrique est catégorique. La présidence de la République n'a, je cite, jamais pris la peine de le démentir. Ce silence n'est pas une omission. Dans la communication politique des régimes dits centralisés, le silence est toujours un choix. Il peut signifier le mépris, il peut signifier la gêne, il peut signifier quelque chose de plus profond encore. Quelque chose qu'on ne veut ni confirmer, ni infirmer. Un démenti prend 10 secondes. 2 décennies de silence, ça s'est choisi. Récemment, Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice, personnalité du régime, avait publiquement dénié à Baola la qualité de fils du président. Un démenti politique officiel, rare, notable. Mais alors, selon Jeune Afrique, quelque chose d'inattendu s'est produit. Baangla avait été curieusement soutenu par Jacques Pham Dangon, ministre de l'Enseignement supérieur et baron du Sud, la région d'origine de Paul Biya. Source citée par Jeune Afrique. Jacques Pham Dangon, ministre depuis des décennies, plus de 20 ans déjà, baron du régime, c'est-à-dire de la région natale du président, un homme qui ne parle pas au hasard, un homme dont chaque prise de parole, de position est pesée, calculée, signifiante dans l'architecture complexe du régime. Cet homme-là a soutenu Baola après que Momo l'avait désavoué. Pourquoi un baron du Sud soutiendrait-il un homme qui dit être le fils naturel de Paul Biya? Georges Gilbert Baongla agit-il pour son propre compte ou bénéficie-t-il en coulisses du soutien d'un clan de Yaoundé hostile à Franck Biya? Ces questions circulent dans les cercles de pouvoir, où certains estiment que Georges Gilbert Baongla dispose forcément de protection jusque dans les plus hautes sphères. Un clan hostile à Franck Biya, des protections dans les plus hautes sphères, ces mots, dans la bouche d'un journal comme Jeune Afrique. Publication historique, référence du journalisme africain, ne sont pas des rumeurs de marché. Ce sont des informations sourcées, publiées sous la responsabilité d'une rédaction. Replaçons cela dans son contexte. Franck Biya a gagné en visibilité dans les cercles politico-médiatiques ces dernières années. Son nom revient de plus en plus dans les analyses liées aux dynamiques de succession. Sa présence longtemps discrète est désormais davantage commentée dans l'espace politique. La réforme constitutionnelle d'avril 2026, créant un poste de vice-président nommé par le chef de l'État, a instantanément ravivé une question que le régime ne voulait pas poser officiellement. Qui sera vice-président? Et, sous-entendu, qui sera le successeur? Dans tout palais de pouvoir, dans toute cour, de Rome à Versailles, de Yaoundé à Malabo, la perspective de la succession crée des camps, des factions, des alliés qui ont intérêt à ce qu'une certaine version du futur s'impose et d'autres alliés qui ont intérêt à ce qu'elle échoue. Jeune Afrique écrit que certains estiment qu'il faudrait attribuer le poste de vice-président à une personnalité docile avant d'installer le véritable successeur. Cette hypothèse, Baola l'a lui-même évoquée dans une déclaration au magazine panafricain. Certains estiment qu'il faudrait attribuer le poste de vice-président à une personnalité docile, avant d'installer le véritable successeur de Paul Biya. Cette hypothèse me paraît dangereuse. À mon sens, la succession devrait se jouer directement entre les enfants biologiques du président, et l'un d'eux devrait être nommé à la vice-présidence. Baongla à Jeune Afrique. En disant cela, Baola ne parle plus seulement en son nom propre. Il parle
le langage d'une faction, celle qui s'oppose à l'installation d'un successeur non biologique, non sanguin. Et la question, la position de Jacques Fabre Ndongo, baron du Sud, soutenant Baola contre le démenti de Momo, sujet que cette faction-là n'est pas invisible dans l'architecture du régime. Baola serait-il le porte-voix d'un clan qui ne peut pas parler directement? Nous ne le savons pas. Jeune Afrique ne l'affirme pas, mais la question posée par une rédaction de cette stature est elle-même une information. Elle dit que dans les siècles du pouvoir camerounais, cette lecture-là circule activement. La stratégie judiciaire se précise aussi selon une source proche de Baola, citée par Jeune Afrique. Des plaintes seraient en cours de préparation au Cameroun comme en Europe, avec plusieurs conseils travaillant déjà à leur formalisation. Il s'agit de contre-attaquer sur le terrain judiciaire en contestant formellement la filiation de Franck Biya. Si cette procédure se concrétise, l'affaire quitte définitivement le domaine du bruit médiatique pour entrer dans celui de la guerre judiciaire internationale. Et Jean-Racine dans Britannicus l'avait déjà compris. Ce n'est jamais une seule personne qui abat un trône. C'est toujours derrière la figure visible une coalition de ceux qui ont intérêt à ce qu'il tombe. Voilà le cœur, le vrai cœur. Tout le reste, la convocation, Los Angeles, les clans, le silence de la présidence, tout cela est un décor. L'arme, la vraie arme, elle est ici. La demande du test ADN. La lettre des avocats signée Maître Ruffin Magnan, reçue au SCRJ le 28 avril 2026. Il ressort de la lecture des messages véhiculés un peu partout à travers les réseaux sociaux que ce litige a trait avec la filiation de M. Franck Emmanuel Biya. M. Baongla Georges Gilbert exige qu'au préalable, et ceci dans le souci d'une justice équitable, que les 3 personnes visées ou supposées visées par les mêmes canaux, les mass médias, à savoir son Excellence M. le Président Paul Biya, M. Franck Emmanuel Biya et enfin M. Georges Gilbert Baongla, soient tous soumis à des tests ADN effectués par des laboratoires d'analyse médicale de renommée internationale ou même des universités occidentales. Notre client estime que ce préalable lèvera tout équivoque avant tout débat, tant par devant les officiers de police judiciaire qu'éventuellement les tribunaux compétents. Aussi et au regard de ce qui précède, nous vous serions gré, monsieur le chef du service central, d'accéder à la présente demande de report, de régularisation de convocation de cause, tant pour nous permettre de préparer l'assistance de notre client, car nouvellement constitué, que pour faciliter l'accès aux soins de ce dernier, et enfin de production préalable des tests ADN. 3 noms, 3 tubes de sang, un laboratoire international, une vérité définitive. Comprenez ce que cette demande signifie dans sa structure profonde. Il ne dit pas « je suis innocent », il ne dit pas « vous mentez », il dit « soumettez-nous tous, les 3, à l'arbitrage de la biologie, moi Baola, Franck Biya et Paul Biya lui-même ». Cette formulation est d'une habileté procédurale redoutable. En faisant cette demande, un préalable à toute audition, les avocats inversent la charge symbolique de l'affaire. Ce n'est plus Baola qui doit se défendre, c'est la filiation officielle qui doit ici se prouver. Et voici la phrase que Baola a dite directement en Jeune Afrique. Une phrase d'une audace absolue, d'un calme qui devrait glacer quiconque comprend ce qu'elle implique. On l'écoute. Il n'y a que vous, les journalistes, qui me demandez de prouver que je suis le fils du président. Depuis le temps que je le dis, avez-vous vu la présidence réagir? Baongla à Jeune Afrique. Ces propos sont une bombe à retardement. Ils disent « je n'ai rien à prouver ».
C'est la présidence qui aurait dû me démentir. Et comme elle ne l'a pas fait depuis toutes ces années, c'est son silence qui devient dans l'espace public la preuve la plus éloquente. Refuser le test d'ADN, c'est refuser la vérité. Accepter le test ADN, c'est ouvrir une boîte de Pandore dynastique. L'État se retrouve face à un dilemme sans issue propre. Si les juridictions acceptent d'instruire cette demande, elles placent la première famille de la République devant un tribunal biologique. Si elles refusent, elles alimentent l'idée qu'il y a quelque chose à cacher. Un test de paternité génétique est, dans son principe, d'une précision absolue. Il compare les marqueurs génétiques sur une vingtaine de loci, c'est-à-dire des emplacements précis sur les chromosomes. En cas de concordance, probabilité de paternité supérieure à 99,99%. En cas d'exclusion, 0. La biologie ne négocie pas. Elle ne connaît ni la raison d'État, ni les calculs dynastiques. Quelle que soit la réponse du test ADN, quelqu'un perd tout. Soit Baola, si le test l'exclut comme fils de Paul Biya, il est politiquement et juridiquement anéanti. Soit Franck Biya, si le test exclut un lien biologique avec Paul Biya, la succession dynastique bâtie sur 40 ans s'effondre. Soit les deux simultanément. La biologie est aveugle à ses conséquences. Elle dit ce qu'elle sait. Et ce qu'elle dit serait dit pour toujours. C'est du judo juridique. Ou plus précisément, c'est du Racine en costard. Car voyez-vous, Britannicus dans la pièce ne peut pas prouver sa légitimité par les armes. Néron a le pouvoir, les prétoriens, la cour, mais il peut la revendiquer par le sang. Et le seul fait de la revendiquer, de nommer la vérité qu'on tait, crée une crise que le pouvoir ne peut pas résoudre par la simple force. Lisez Britannicus. « 28 avril 2026, 14h11. Le capitaine Bandara Doba Joël signe un message classifié confidentiel. Il part à la vitesse des fréquences radio-militaires vers tous les coins du Cameroun. La liste des destinataires est un poème d'ancienneté institutionnelle. Ce déploiement ne s'utilise pas pour un simple suspect de droit commun. Interpol, les aéroports, toutes les brigades pour une affaire de diffamation sur les réseaux sociaux. Ce réseau de surveillance totale dit autre chose. Elle dit que l'État prend cette affaire bien plus au sérieux que son motif officiel ne le justifie. On ne mobilise pas Interpol contre un homme qui dit des choses fausses. On mobilise Interpol contre un homme dont les paroles font peur. Et maintenant, nous savons pourquoi. Pas seulement parce qu'il parle, parce que des clans entiers, selon Jeune Afrique, pourraient se trouver derrière lui. Parce que le silence de la présidence pendant tout ce temps a créé une ambiguïté dont certains peuvent se nourrir. Parce qu'une demande de test ADN, si elle entre dans le circuit judiciaire international, deviendrait incontrôlable. La dernière ligne du message radio en cas de tentative de sortie du territoire, interpeller le surnommé et aviser d'urgence, puis un numéro de téléphone. Ce numéro, dans ce contexte, est peut-être le détail le plus glaçant du document. Un numéro pour appeler si cet homme tente de franchir une frontière. Revenons à Britannicus. Acte 5, scène 6.
Après l'empoisonnement de Britannicus, Agrippine surgit et dit à Néron, Britannicus est mort. Je reconnais les coups. Je connais l'assassin. Elle ne peut rien. Elle sait, tout le monde sait. Mais le pouvoir a parlé. Et le pouvoir, une fois qu'il a parlé, se referme sur lui-même comme une huître sur une perle empoisonnée. Cette affaire n'est pas une farce. Elle n'est pas une lubie médiatique d'un homme en quête de reconnaissance. Elle est un révélateur de fragilité structurelle de toute succession dynastique dans un État qui se dit républicain. Un révélateur de la puissance subversive d'une demande de preuves biologiques dans un contexte où la légitimité s'est construite sur 40 ans de non-dit. Un révélateur de la façon dont les clans se forment, se protègent, s'instrumentalisent dans l'ombre d'un pouvoir vieillissant. Elle révèle aussi, et c'est peut-être le plus important, que nous vivons à une époque où la biologie a rejoint le droit et la politique comme troisième puissance de vérification du réel. On ne peut plus simplement dire « je suis le fils du roi ». L'ère génomique exige qu'on le prouve et cette exigence froide, neutre, scientifique est peut-être la menace la plus moderne qui pèse sur les pouvoirs anciens. La vérité biologique est la seule vérité qui ne se négocie pas. Jean Racine, lui, n'avait pas de laboratoire. Il avait Tacite et la cour de Versailles, mais il avait compris l'essentiel. Les conflits de filiation sont les conflits les plus profonds qui soient, parce qu'ils touchent à ce qu'il y a de plus intime dans l'être humain. La question de qui nous sommes, d'où nous venons, à qui nous appartenons. Shakespeare l'a compris, Garcia Marquez l'a compris, Mongo Betty l'a compris et Kurosawa avec Rashomon nous a prévenus. La vérité objective existe, mais les récits qui l'entourent sont toujours multiples, toujours intéressés, toujours insuffisants. Aujourd'hui, Baola est quelque part. Los Angeles, Yaoundé, Douala, quelque part entre les trois. La gendarmerie le cherche ou l'attend. Ses avocats préparent des plaintes en Europe. Un baron du Sud a pris sa défense. Un ministre de la Justice l'a désavoué. La présidence se tait, Interpol est alerté et au milieu de tout cela, 3 tubes de sang attendent. Imaginaire mais réel dans le droit, symbolique mais explosif dans la politique. Les tubes du test ADN que personne ne semble vouloir faire. Parce que dans cette affaire, c'est peut-être l'absence de test qui dit le plus. Je reprends Britannicus la dernière fois. Page de couverture, la date 1669. Et cette note de Racine dans sa préface. Voilà celle de mes tragédies que j'ai pu dire que j'ai le plus travaillé. Racine savait qu'il avait mis le doigt sur quelque chose d'universel, quelque chose qui traverserait les siècles. Les grandes tragédies du pouvoir changent d'époque. Elles migrent des palais romains vers les ministères yaoundéens, des alexandrins vers les messages radio classifiés confidentiels, des poisons de Néron vers les tubes de prélèvement génétique des laboratoires occidentaux, de Tacite vers Jeune Afrique. Mère, leur matière première, le sang, le nom, l'héritage, le secret et la terreur que les uns ont d'entendre ce que les autres s'apprêtent à dire, reste, elle, absolument inchangée.
Le sang du pouvoir n'appartient pas à celui qui le réclame. Il appartient à celui qui le fait taire. C'est ce que Britannicus m'a appris en réalisant ces pages. C'est ce que l'affaire Bah'u'llah semble vouloir nous apprendre à nous aussi aujourd'hui. Merci.